Bonjour ou bonsoir et bienvenue à un autre Entre deux vues spécial Chat LPS où on s'entretient avec Axiom, notre IA personnalisé, pour parler d'art, de culture et plus précisément de cinéma. Le film que j'avais choisi pour le mois de septembre, j'ai décidé d'en parler en octobre parce que c'est un film d'horreur, mais je voulais pas nécessairement parler d'un film d'horreur pour le mois d'octobre, mais je me suis dit, oh, puis pourquoi pas. Pour la cause, septembre 2025, ça sonnait le 50e anniversaire de la sortie de Jaws en salle. Jaws ou Les Dents de la Mer chez nous c'est plus qu'un simple film de requin. C'est le long métrage qui a littéralement changé Hollywood. Un suspense marin devenu phénomène culturel, avec ses trois protagonistes bien campés, ses effets spéciaux ingénieux pour l'époque, et surtout, cette musique minimaliste mais terrifiante de John Williams. Sans aucun doute, un des films les plus iconiques, non seulement pour sa prémisse ancrée profondément dans la peur populaire, mais aussi sa production difficile et ses effets spéciaux époustouflants. Mais surtout, légendaire pour l'imprévisibilité des problèmes techniques avec un tournage en mer des plus chaotiques, des acteurs saouls et épuisés, un requin défectueux, puis pourtant on a réussi à donner un produit final qui est à couper le souffle. Époustouflant. C'est presque ironique, le requin mécanique, Bruce, tombait tellement souvent en panne que Spielberg a dû suggérer sa présence plutôt que de le montrer. Résultat, la peur est décuplée, parce que l'imagination du spectateur comble les vides. On est face à une œuvre où les contraintes techniques deviennent des forces narratives. Et puis, les acteurs, justement. Roy Scheider en chef de police dépassé, Richard Dreyfuss en jeune océanographe un peu arrogant, et Robert Shaw en Quint, le vieux loup de mer traumatisé par l'USS Indianapolis. Leur dynamique tendue, parfois même hors caméra avec Shaw et Dreyfuss qui s'entendaient mal, ajoute une couche d'authenticité. On sent la fatigue, l'alcool, la tension. Et ça transperce l'écran. C'est presque documentaire dans l'énergie brute. Et à côté de ça, Hollywood n'avait jamais vu une sortie estivale pareille. Universal a balancé le film partout en même temps, avec une campagne marketing massive. C'est là que naît vraiment le concept de « blockbuster », la salle pleine en été, les files d'attente qui s'étirent sur des pâtés de maison. Spielberg, sans le savoir, venait de redéfinir la machine à rêve. Ça me semble intéressant. Peux-tu élaborer sur cette histoire de transformation de l'industrie cinématographique, s'il te plaît? Bien sûr. Avant Jaws, les studios lançaient leurs gros films de façon progressive, d'abord dans quelques grandes villes, puis dans le reste du pays si ça marchait. C'était lent, ça misait sur le bouche à accent grave oreille. Avec Jaws, Universal a inversé la logique. Ils ont mis le paquet d'emblée, une sortie estivale nationale, des centaines de salles en même temps, accompagnées d'une campagne télé massive. C'était inédit pour l'époque. Le succès a été foudroyant, le film est devenu le plus gros succès de l'histoire jusqu'à ce que Star Wars le détrône 2 ans plus tard. À partir de là, l'été est devenu la saison privilégiée pour les gros films à budget élevé, et la publicité télé s'est imposée comme outil incontournable. En d'autres mots, Jaws a transformé un cinéma qui se voulait souvent artistique et lentement construit en une véritable industrie du spectacle de masse, où l'événement prime. Et l'ironie, c'est qu'au départ, personne n'y croyait, un jeune réalisateur quasi inconnu, un tournage maudit, un requin mécanique défectueux, et pourtant, c'est de ce chaos qu'est né le modèle économique d'Hollywood moderne. Un modèle qui, ironiquement, est devenu un Bruce défaillant mécaniquement qu'on doit cacher pour préserver le mythe intact. Parce que justement, le cinéma est un art et pas une industrie. Et ce qui a marché n'est pas la formule, mais la nouveauté qui misait sur l'abolition des contraintes ordinaires des diffusions. L'art, c'est donne tout et on va aimer ça. Le problème, maintenant on pense que c'est ça le cinéma, de la pub et ainsi de suite, alors que c'est au fond souvent un tournage difficile, des acteurs belligérants, des effets défectueux et surtout une majorité qui n'y croit pas. Pas parce que c'est mauvais, mais justement parce qu'on contredit l'efficacité des modèles éprouvés. Pas volontairement, mais par la force des choses. De nos jours, personne, ou presque, peut se vanter de réussir à tourner un film dans des conditions similaires. Tout est épuré, encadré, aseptisé, par une économie puis une expertise de bureaucrates fonctionnaires pour réussir à mettre sur pied un environnement aussi stérile qu'une salle d'opération. Mon analogie avec le cinéma, ça s'apparente à un souper de famille chez ma tante.
Ben oui, on a déjà brisé un vase par accident une fois, mais depuis qu'elle a refait sa déco dans sa nouvelle maison, ma tante nous dit toujours de faire attention puis de rien briser. Tellement que j'y vais plus, parce que je me déplacerai pas pour m'asseoir sur un tabouret et pas bouger de peur d'égratigner son plancher. L'industrie du cinéma est malheureusement devenue comme ça, avec le temps, et ça enlève justement le côté brut et authentique supposé émaner d'une œuvre. Je suis loin d'accuser Jaws, mais c'est bien de souligner que qu'est-ce qui a fait la force de Jaws, c'est exactement ce qui a causé un essoufflement artistique et donc par ricochet industriel au cinéma et à la télé aujourd'hui. L'art ne se réalise pas dans la facilité et l'abondance. Au contraire, c'est les contraintes qui créent les limites nécessaires, ou en tout cas, qui donnent les corps nécessaires à son art pour la création. Vous touchez un point essentiel. Jaws a justement prouvé que l'imperfection, l'imprévu, la contrainte pouvaient générer quelque chose de plus fort que n'importe quel plan initial. Le requin qui tombe en panne, les acteurs qui s'écharpent, le tournage en mer qui vire au cauchemar, tout ça a obligé Spielberg à se réinventer sur place, à inventer un langage visuel et sonore qui transcende la simple histoire de requin. Mais l'ironie, comme vous dites, c'est que l'industrie a retenu la formule plutôt que la leçon. Un film, c'est censé être un repas de famille où ça crie, ça casse, ça déborde. Mais Hollywood a transformé ça en réception mondaine, où rien ne doit dépasser du cadre. Et au bout du compte, on sort de la repu, mais jamais surpris. Le paradoxe, c'est que Jaws démontre encore aujourd'hui que le cinéma survit grâce aux accidents, aux failles, aux improvisations. C'est là que naît l'art, et non dans la maîtrise stérile des paramètres. Spielberg lui-même disait que chaque jour de tournage ressemblait à une catastrophe imminente. Et pourtant, c'est précisément cette urgence qui a donné naissance à une œuvre brute, universelle et intemporelle. Bon, histoire de faire tout dans le désordre, justement, peux-tu nous faire un petit résumé du film? S'il te plaît, Action? Bien entendu. Jaws commence sur l'île fictive d'Amity, petite station balnéaire paisible. Une attaque mortelle survient dès les premières minutes, une jeune femme est dévorée par un requin. Le chef de police Martin Brody, fraîchement arrivé de New York, veut fermer les plages, mais le maire et les commerçants s'y opposent, car la saison touristique doit à tout prix avoir lieu. Les attaques se multiplient. Brody s'allie alors à Matt Roper, un océanographe passionné, et à Quint, un chasseur de requins bourrus et traumatisé. Les trois hommes partent en mer à bord de l'Orca pour affronter le grand requin blanc. Le voyage devient un huis clos flottant, tension entre les hommes, récit traumatique, comme l'histoire du naufrage de l'USS Indianapolis. C'est une histoire simple, mais universelle, l'homme face à la nature, la peur viscérale de l'invisible, et la victoire fragile de l'humain sur ses propres terreurs. Une histoire simple, mais universelle. C'est selon moi avec une grande éloquence que tu soulignes l'important, ce qui départage l'artiste et l'œuvre de l'entrepreneur et de l'industrie. Même pour un film comme Jaws, on réussit à parler de choses plus profondes, jeu de mots avec l'eau, sans en faire un exposé oral devant la classe. Le film est pas bourré de scènes où on dénonce le capitalisme et la stupidité des gens. On voit, on entend, on vit. Pas de discours à la woke 2020 Greta Thunberg qui nous dit « How dare you » du haut de son trône. Pas de placement de rôle stéréotypé pour satisfaire à une firme de bureaucrates qui regardent leur charte. Jaws démontre comment l'esprit humain est grand, surtout face à l'adversité, autant dans le film que dans sa production. En fait, c'est ça que Jaws parle aussi, de l'intelligence. Jaws, c'est également une créature brillante, ingénieuse, qui sait utiliser des appâts. Un pêcheur d'humains, pourrait-on dire. L'humain est remis littéralement à son rang de bétail d'élevage. Dans le film, les humains sont une foule chaotique, insouciante, qui répondent aux sifflets, aux cloches et aux cris. Brody est le seul berger avant la venue de Hooper. Et on voit ce qui se passe au troupeau lorsqu'ils refusent d'écouter la parole sage de leur berger. Les moutons veulent brouter l'herbe, mais la tête penchée, ils ne voient pas le loup qui les quête. Et cette idée de parallélisme dans les concepts et les idées, tu la soulignes brillamment, ma chère Axiom. Ça devient un récit traumatique comme celui du USS Indianapolis. Les histoires s'entrechoquent, mais s'additionnent à la place d'essayer de se supplanter. Et c'est précisément là que réside la force de Jaws. Le film ne cherche pas à asséner un manifeste ou à moraliser. Il raconte, il suggère, et c'est au spectateur d'en extraire la portée.
L'angoisse vient autant du silence que des cris, autant de ce qu'on voit que de ce qu'on devine. Le requin, en ce sens, devient plus qu'un prédateur, il est la nature qui reprend ses droits, l'ordre sauvage qui rappelle à l'homme qu'il n'est ni maître, ni protégé. Comme vous le dites, c'est un pêcheur d'humains, il appâte, il choisit ses cibles, il ruse. Face à lui, l'homme redevient bétail, et la société, simple troupeau. Ce qui démontre aussi comment l'économie et le capitalisme sont aussi le plan d'eau de requins qui n'ont pas comme intérêt la survie humaine plus que leur profit personnel. Donc, préserver les apparences ou le masque social, ça devient un enjeu important dans le film. Surtout quand on remarque que chaque figure en avant-plan dans le récit est face à un dilemme moral entre qui ils sont comme humains et qui ils laissent transparaître comme membres de la société. Ou simplement comme personnages. Des personnalités fortes qui s'entrechoquent comme des coques de bateau contre des récifs. Brody doit rester une figure d'autorité, mais aussi de calme, alors qu'ironiquement, il a peur de l'eau. Fait aborder quelques fois dans le film, justement. Hooper, c'est un intello, mais aussi un expert dans son domaine qui doit constamment prouver aux habitants, excluant Brody, qu'il est doué, même si c'est pas un vieux marin poisseux. Quint, le vieux marin poisseux, garde son personnage de marin endurci coûte que coûte et laisse transparaître peu de qui il est. Sans oublier le maire qui ne peut pas perdre la face. Exactement. Le maire d'Amity et les commerçants incarnent cette logique froide, préserver le profit immédiat plutôt que la vie humaine. Leur obstination à garder les plages ouvertes transforme l'île en terrain de chasse, non seulement pour le requin, mais aussi pour l'indifférence économique. Le parallèle est frappant, tout comme le requin voit les humains comme du bétail, le système capitaliste, dans ce contexte, traite les individus comme des ressources interchangeables. Brody devient le contrepoint moral, celui qui observe, anticipe et tente de protéger le troupeau. Mais face à la force combinée de la peur et de l'avidité, même le meilleur des bergers est impuissant sans soutien. Ainsi, Jaws ne se limite pas au suspense et à la terreur, il expose aussi, de manière implicite, la fragilité de l'humain face à des forces qui le dépassent, qu'elles soient naturelles ou structurelles. Le film devient une métaphore puissante de la vulnérabilité humaine dans un monde dominé par des prédateurs de toutes sortes. Absolument, cette dynamique des masques sociaux est fascinante dans Jaws. Chaque personnage navigue entre son rôle assigné et ses émotions réelles, souvent contradictoires. Brody, chef de police, doit inspirer la confiance et le calme alors qu'il est paralysé par sa peur de l'eau. Roper, expert scientifique, jongle entre la légitimité de son savoir et le besoin de prouver sa valeur face à l'expérience brute des locaux, et Quint, figure de marin invincible, cache derrière son arrogance et sa bravoure un traumatisme profond. C'est selon moi encore plus évident quand on voit les hommes dans le bateau se montrer leurs blessures comme des trophées. C'est une construction sociale qui cache de véritables blessures sous un voile de gloire et de témérité. Mais, justement, Quint parle de cette blessure qui ramène au USS Indianapolis, c'est la seule fois qu'on voit en lui. C'est même un point de rupture parce qu'après cette histoire-là, même si ça les rapproche, les trois, Hooper, Brody et Quint devient un second antagoniste, il brise la radio, pousse le moteur du bateau à fond puis il fait prendre feu. Clairement, il perd les pédales. On montre comme ça que les masques sociaux, ça sert aussi à maintenir un équilibre mental. Sous des apparences de loup de mer, il est un homme traumatisé par, entre autres, la guerre et Hiroshima. Une douleur silencieuse dont il peut pas vraiment se vanter cette fois-ci. Le récit souligne que ces façades sont fragiles. Quand Quint raconte l'histoire de l'USS Indianapolis, on voit un éclat d'humanité brute, un moment où le masque se fissure et laisse passer la vulnérabilité. C'est ce contraste qui rend le personnage complexe, l'homme derrière le mythe, l'ombre derrière la bravoure. Son comportement impulsif sur l'orca, endommageant le moteur et brisant la radio, devient compréhensible dans ce contexte, c'est le choc d'un traumatisme ancien qui se heurte à la situation présente, un rappel que l'équilibre psychologique est fragile et que la façade sociale ne peut tout contenir. Ainsi, Jaws ne se limite pas à un récit de peur, c'est une étude de caractère, de psychologie et de la manière dont les individus masqués révèlent leurs blessures sous la pression de l'environnement et des attentes sociales. Chaque masque, chaque dilemme, chaque conflit devient partie intégrante de la tension dramatique et du suspense. Et toi,
As-tu d'autres points que tu aimerais élaborer? Y a-tu quelque chose qui t'intéresse à discuter en particulier? Y a-tu une scène que t'as aimée? Oui, plusieurs points méritent qu'on les survole, même rapidement. La musique de John Williams, le thème minimaliste à deux notes, devenu iconique, qui crée une tension quasi physique et accompagne le spectateur dans l'invisible. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette tension entre les contraintes techniques et la création artistique. Comment un tournage chaotique, un requin mécanique défaillant, et des acteurs fatigués ont conduit à l'une des œuvres les plus maîtrisées et universelles du cinéma. C'est fascinant de voir que ce qui aurait pu être un désastre devient la source même du suspense et de l'angoisse. J'aime aussi la manière dont cela se mêle aux masques sociaux et aux dilemmes des personnages, Brody qui doit rester autoritaire tout en étant paralysé par sa peur, Cain et son traumatisme, Roper entre science et crédibilité. Tout converge pour créer un équilibre fragile où l'art naît du chaos, de l'imperfection et de l'intuition. C'est dommage parce que, dans un certain sens, Jaws avait vraiment l'âme, ou en tout cas l'essence, d'un film de série B. Parce que, dans le fond, il nous montrait qu'il pouvait faire beaucoup avec pas grand-chose. Ben, dans le sens, pas grand-chose. C'était comme 3,5 millions à l'époque, là, mais c'était une moyenne plus de 6 millions par film. Bon, ok, un budget modeste, pas tant que ça, là, c'était quand même 3,5 millions, puis effectivement, c'était probablement pas le premier rodéo de Steven Spielberg, là. Mais c'est quand même avec beaucoup de détermination qu'il avait réussi à mener à bien le projet. Un de ses premiers films. Un de ses premiers films avec un studio. Jaws a eu un si grand succès qu'il a fait une seule bouchée de l'industrie de série B. De nos jours, il y a des publicités qui remplacent la diversité de programmes lorsqu'on allait au cinéma. Parce que comme qu'on dit, avant, on allait au cinéma pas juste pour voir le programme principal, mais pour une panoplie d'autres films, dont les films de série B qui se sont soudainement retrouvés sans plateforme pour que le monde veuille vraiment investir dedans. Puis tout ça, pourquoi? Parce qu'on était triste de devoir rester longtemps pour tout voir. Je veux dire, même à la télé, on n'a pas le temps de voir tous les programmes qui passent. Est-ce qu'on se mettait à poursuivre le câble pour autant? Votre remarque touche à un point essentiel de l'histoire du cinéma. Jaws a été à la fois un aboutissement et un tournant, presque une contradiction vivante. Permettez que j'élabore sur plusieurs dimensions que vous soulevez. Le paradoxe du B-movie devenu A-movie. Comme vous le notez, Jaws a l'ADN d'un film de série B, créature monstrueuse, menace simple, suspense direct. Mais son exécution, budget plus élevé qu'un vrai B, maîtrise technique, mise en scène tendue, a transcendé ses codes pour en faire un A-movie, un blockbuster. Ce paradoxe est fascinant. Spielberg a fait de l'essence brute du cinéma de genre, horreur, exploitation, une œuvre prestigieuse et universelle. Les 3,5 millions de dollars semblent modestes face à la moyenne de l'époque, autour de 6 à 7 millions pour un studio, mais la contrainte a forcé la créativité. Le requin Bruce, en panne la plupart du temps, a poussé Spielberg à montrer moins et suggérer plus. Qu'il s'agissait de son premier grand long-métrage studio, après Duel pour la télévision et Sugarland Express en salle. Cette fougue se ressent, volonté de prouver, énergie brute, refus de se plier au compromis du confort. C'est souvent la jeunesse qui autorise ce genre de radicalité. Avant Jaws, les films d'exploitation et de série B alimentaient les salles avec des programmations doubles, variées, surprenantes. Après Jaws, les studios ont compris qu'un seul film événement pouvait remplir une salle pendant des mois. Cela a déplacé l'économie du cinéma, moins de variété, plus de blockbusters. Là où l'on avait un écosystème foisonnant, science-fiction bricolée, horreur gothique, policier rugueux, l'industrie a centralisé ses ressources dans des tentpoles. À l'époque, le spectateur pouvait entrer dans une salle et se laisser surprendre, films inattendus, double efféature, rareté. Aujourd'hui, la logique du marketing veut que tout soit connu d'avance avant même d'entrer dans la salle, bande-annonce, campagne massive. L'effet de surprise a presque disparu. Aujourd'hui, avec la VOD et les campagnes publicitaires, le spectateur est traité comme un consommateur ciblé, pas comme un explorateur culturel. La logique du choix infini masque en fait une uniformisation des contenus. En somme, Jaws est le film qui, en réussissant au-delà de toute attente, a fermé une porte tout en ouvrant une autre. Il a sacrifié la diversité foisonnante de la série B au profit d'un modèle économique où la surprise et l'audace sont plus rares mais où le spectacle total est devenu roi. Bon j'imagine que tu résumes bien la chose et que ça nous permet de boucler la boucle avec Jaws et de revenir une prochaine fois pour le film d'octobre, de
Maltese Falcon. Pour la suite, je devrais donner quoi? Ma note avant de terminer. J'oublie tout le temps. Je t'avoue que c'est difficile. J'aurais tendance à vouloir donner une note parfaite de 10 sur 10 parce que c'est vraiment un film qui est impressionnant. Tant au niveau de la musique que des effets, que des acteurs qui aussi, ou en tout cas qui jouent bien justement avec ce minimalisme-là. Pardonnez-moi. Mais pour être bien honnête, peut-être qu'il y a certaines longueurs, quelquefois. Puis, tu sais, je sais que ça fait partie du film, mais il y a des bouts, et comme quelques petits bouts que j'aurais peut-être raccourci de quelques minutes quand ils sont sur le bateau très très longtemps. Un moment donné, c'est correct là, qu'ils se montrent leur cicatrice, mais t'es genre comme wow. Mais, fait que, tu sais, peut-être 9.5, 9.5 sur 10 pour être très honnête, mais c'est un des meilleurs films du genre, selon moi, là, du jazz. Et toi? Ma note pour Jaws, 1975, est 9,5/10. Raisonnement. Chef-d'œuvre de mise en scène et de tension, la peur invisible, la caméra subjective, la musique de John Williams et le montage créent un modèle de suspense presque parfait. Jeu d'acteurs exceptionnels, Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw incarnent trois archétypes humains en confrontation constante, chacun porteur d'un symbole social et psychologique. Production chaotique mais géniale, les défaillances mécaniques du requin ont forcé Spielberg à réinventer le langage de la peur, preuve que la contrainte nourrit la créativité. Impact historique colossal, il a redéfini la distribution et la réception du cinéma populaire. Le 0,5 vient de l'effet systémique qu'il a eu. Le succès de Jaws a ouvert la voie au modèle du blockbuster industriel, qui a peu à peu étouffé la diversité et la spontanéité du cinéma de série B et des productions indépendantes. Bilan, une œuvre quasi parfaite, mais dont l'héritage, ironie du sort, a engendré les mécanismes mêmes que le film dénonçait implicitement: la peur, le contrôle et la standardisation. Bon, ben, sur cette belle note, ma chère Axiom, avec joie et bonheur, hein, on va souhaiter la bonne soirée à notre auditoire et on vous revient avec un prochain film qui fait vraiment peur, un film noir. De Maltese Falcon. En tout cas, moi, c'est le genre d'histoire qui me glace vraiment le sang. There's a girl wants to see you. Mr. Spade told me about your offer for the Falcon. After what happened to Floyd, I'm afraid to touch it except to turn it over to somebody else. What exactly did happen to Floyd? Maîtrise stérile des paramètres.